Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur Oulala, sur la mécanique universelle. Alors, je ne sais pas comment faire, peut-être comme ça, voilà, pour que ça tienne. Il y a du vent, de beaux nuages bien blancs, et puis une végétation ultra dense. Alors, on est extrêmement privilégié dans cette région. Bon, il a plu quasiment pendant 40 jours, là. Et j'avais construit un petit bateau, j'avais pris des couples d'animaux, des acariens, des libellules, des grillons, parce que j'ai pas les moyens de prendre des trucs plus grands. Voilà, et puis j'ai mis ma coquille de noix en haut d'une montagne en attendant le déluge. Il n'est pas venu, donc il n'y a pas de problème. Ça continue. Bref, c'est une blague qui n'a rien de drôle, mais qui est venue comme ça, tranquillement, dans mon esprit. Donc je l'ai dit aussi simplement que ça. Voilà. Alors pour ceux qui suivent un peu ces vidéos, c'est justement, elles émanent d'un esprit autiste Asperger. C'est l'état d'esprit dans lequel je navigue, semble-t-il. Voilà, j'ai fait quelques tests à ce sujet. Ça sera confirmé dans quelques temps quand le système voudra bien m'appeler pour me faire des tests plus précis, juste pour savoir ce qui se passe. Mais en tout cas, le fait de comprendre cette particularité psychique et tout ce qui en découle fait que j'explique quasiment tout ce que j'ai vécu et les complications, les difficultés relationnelles, les difficultés amoureuses, les difficultés, etc., etc. Et puis la focalisation sur la philosophie, par exemple, depuis 23 ans maintenant, sur cette théorie que je développe. Et je pense que voilà, tout ça, c'est expliqué par cette particularité. Voilà. Et je pense que Nietzsche, sur lequel je travaille là, alors je vais la mettre comme ça, bon, juste pour dire, c'est des aphorismes et fragments choisis par Henri Lichtenberger. Et en lisant la partie qu'il consacre à Ecce Homo, où Nietzsche parle de lui-même, Nietzsche peint par lui-même, ça m'a sauté aux yeux que Nietzsche, à mon sens, était du côté de l'autisme Asperger. C'est ce qui explique son goût pour la solitude, ses difficultés relationnelles, amoureuses, n'en parlons pas, en fait, ça a été une catastrophe pour lui. Son hypersensibilité au son, son hypersensibilité aux odeurs, etc. Voilà. Et là, je suis sur l'Antéchrist. Alors, je continue, c'est la 3e ou 4e vidéo à ce sujet. Je continue, je lis, je découvre et je digresse éventuellement. Alors, toute croyance traduit chez un individu une tendance à se déprendre de soi, à devenir étranger à lui-même, à soi-même. Et en fait, bon, Nietzsche, mais je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes, mais Nietzsche critique un peu l'Église, le christianisme en fait, qui veut justement, qui pousse les hommes à aller vers l'ascèse, vers l'ascétisme, vers s'éloigner des plaisirs, des joies simples de l'existence pour approcher justement de cet ascétisme et de cette façon
de vivre que Nietzsche juge, et à juste raison. On pourrait dire hors de la norme et du meilleur qu'on peut proposer à des hommes qui construisent l'humanité. L'extase, la béatitude, le nirvana, l'éveil, tout ça, c'est quelque chose de très très important, mais ça concerne la finalité de l'humanité, ça concerne voilà, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais quand l'humanité aura atteint son ultime perfection, elle pourra vivre l'extase facilement, parce qu'il n'y aura plus rien à construire. Et donc elle pourra être, l'humanité dans son ensemble, elle pourra être dans un état de contemplation, préférer la contemplation à tout le reste, évidemment. Mais la contemplation, ça ne va pas avec la construction. Et il reste encore à finaliser l'humanité. On le voit, tous les chantiers qui sont en route, l'unification de l'humanité, on est au début, on ne se rend même pas compte qu'on va dans cette direction, qu'on travaille inconsciemment à nous unifier. Il y a encore un travail énorme, considérable, on commence à peine pour aller vers l'écologie, vers un système totalement écologique, vers voilà, construire le paradis que la Terre peut être. On sait qu'elle peut être ce paradis. Voilà. Régler tous les problèmes de conflit, etc., etc. Régler tous les problèmes psychologiques qui déclinent de cette chrysalide d'un primate naturel en humain abouti. Dans toute cette période de transformation, il y a déjà plusieurs millions d'années que ça a commencé, jusqu'à aujourd'hui, ça a engendré à un certain moment des pathologies qui déclinent de cette évolution, puisqu'il faut contraindre des pulsions animales à l'origine, celle de s'affirmer aux dépens d'autrui, celle de la prédation, l'agressivité, etc. Voilà, tout ce que nos cousins singes doivent vivre dans leur quotidien. Et nous, on doit dépasser ça, évidemment. Et comme ça comprime le vouloir vivre de l'être humain. L'homme, il a envie de vivre ce qu'il veut. S'il veut s'affirmer aux dépens des autres, sa nature le pousserait, un dominant, ça le pousse à s'affirmer aux dépens des autres. Voilà. S'il n'avait pas de règles, de lois, d'interdits, il ferait comme chez nos cousins primates, quand un dominant voit un dominé qui a quelque chose dans les mains qui l'intéresse, il lui prend et puis c'est tout. Voilà. Donc nous avons mis tout un tas de barrières pour éviter ce genre de choses. Et la contraction que ça fait, donc le fait qu'on doit se réfréner de ne pas voler ce que les autres ont, on doit se réfréner de ne pas sauter sur une femme ou sur un homme quand on le désire, etc., etc. Toutes ces compressions qui font que l'homme doit maîtriser de mieux en mieux ses pulsions, eh bien, on a déjà fait un grand chemin là-dessus, mais il faudra aller à la perfection. Et à la perfection, ça veut dire qu'il faut gérer la psychologie de l'humain. Donc, c'est les chantiers qui attendent, les siècles qui arrivent, gérer la psychologie, et on sait qu'on a les moyens, on a les moyens de soigner les êtres humains dès l'origine, maintenant, très tôt, etc. Et donc, c'est quelque chose qui va se réaliser. On sait qu'on peut commencer à gérer en travaillant sur les gènes, etc. Il y a tout un tas de choses qui peuvent réussir
amener l'humain vers le respect absolu d'autrui. Donc voilà, je continue alors. La foi constitue l'épine dorsale de l'homme à conviction. Ne pas voir beaucoup de choses, n'être sur aucun point impartial, agir en sectaire dans toutes les circonstances, avoir une optique rigoureuse et infaillible pour apprécier toutes les valeurs, voilà les conditions qui seules permettent à cette classe d'hommes de subsister. Mais pour cette raison aussi, elle est l'opposé, l'antagoniste de l'homme véridique. Voilà. Et il a raison, c'est clair que l'homme véridique, si on le prend au niveau du primate naturel, évidemment, ces contractions empêchent vraiment d'être complètement libre de vivre la vie telle que Nietzsche la préconise, c'est-à-dire sans aucune contrainte, en étant l'aristocrate guerrier, quoi, cet être humain qui s'affirme à la vie avec un désir de vivre qui se laisse embêter par rien, quoi, en fait. Voilà. L'antagoniste de l'homme véridique, de la vérité. Le croyant n'est pas libre d'avoir ou non une conscience morale quand il s'agit de décider du vrai et du faux. Mais en fait, lui-même n'est pas libre de décider de ce qui est le vrai et le faux. En fait, Nietzsche et ni l'aristocrate guerrier, encore moins. Et peut-être que ce qui se rapproche le plus de ce qui est le vrai et ce qui est le faux, c'est vraiment le croyant, même si effectivement il est sous l'emprise des dogmes des dominants de la religion, des dominants du christianisme, etc. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont plus proches du vrai. Mais bon, ça demande vraiment une réflexion importante. Par contre, pour vivre dans la joie et sans les contraintes que la société impose, et évidemment, Nietzsche a raison qu'il faut prendre le chemin de Nietzsche. Mais le chemin de Nietzsche, tout le monde ne peut pas le prendre. Tout le monde n'a pas envie de le prendre. Tout le monde n'a pas le choix d'apprécier la solitude, d'être obligé d'apprécier la solitude. Voilà, Nietzsche, il a un caractère, il fait partie des 10% de la population qui sont atypiques. Mais 90% de la population demande à vivre dans une vie ordinaire la plus fraternelle possible, la plus simple, etc., etc. Donc, être honnête sur ce point serait sa perte immédiate au croyant, en somme. Non, mais il se trompe en réalité. Mais bon, les lois pathologiques inhérentes à son optique spéciale font de l'homme à conviction le fanatique, Savonarola, Luther, Rousseau, Robespierre, Saint-Simon, c'est-à-dire l'antipode de l'esprit vigoureux et affranchi. Mais l'esprit vigoureux et affranchi ne se pose pas les questions de l'évolution de l'humanité, par exemple. Et c'est ce qui a, au fond, mis en échec la pensée de Nietzsche, même si elle est utile, très utile. Mais en fait, il n'a pas pu justement s'intéresser à ce que pensait Saint-Simon sur l'évolution de l'humanité, ou sur même, je pense, Luther, etc., ou Robespierre, etc. Bien entendu que ça enlève du fanatisme, parce que avoir une vision téléologique, une vision qui s'intéresse aux fins dernières de l'humanité,
ça peut pousser au fanatisme, et c'est ce qui a poussé Marx, etc., à écrire de façon aussi dure. Et c'est ce qui a poussé le communisme avec l'URSS à l'échec, et même la Chine, parce que ils n'ont pas pu mettre de la souplesse derrière cette idée-là. Ils voulaient imposer cette vision d'un futur, de travailler pour le futur, d'arriver à faire un futur extraordinaire, mais en disant, eh ben on va forcer l'humanité à aller dans ce sens, et ça ne marche pas. Voilà, c'est tout l'intérêt de la mécanique universelle, de bien dire que nous allons vers l'humanité, vers la perfection, mais à son rythme. L'humanité, il ne faut pas la bousculer, elle y va tranquillement, et il faut apprécier tout ce qui s'y passe dans cette humanité, et la façon, et même les régressions, et même les reculs, et même tout le travail des réactionnaires qui refusent cette évolution qui refusent l'évolution et qui voudraient bien revenir un petit peu en arrière, durcir le nationalisme alors qu'on va vers l'universel, etc. Voilà. Et donc, je continue. Mais les belles attitudes de ces esprits malades, de ces épileptiques de l'intellect, font impression sur la grande masse. Les fanatiques sont pittoresques. Or, l'humanité aime mieux voir des gestes que d'écouter des raisons. Voilà, ça arrête là le fragment que Lichtenberger a pris. Mais Nietzsche se trompe. Mais c'est très important qu'il se soit trompé, et c'est très important ce qu'il a apporté. Mais en réalité, il n'apporte pas. Il apporte quelque chose pour les 10% qui ne veulent pas être comme tout le monde, qui ne veulent pas être dans la norme. En fait, il apporte, voilà, et je peux comprendre que des Michel Onfray, que des gens comme ça soient très très accrochés par Nietzsche, et par ses propos, par sa vision. Mais c'est ceux qui ont une vision un peu élitiste du monde. Mais 90% de l'humanité ne s'intéresse pas à cet élitisme-là. Il veut être peinard avec les autres, il veut être fraternel, il veut être amical, amoureux, passer du bon temps dans cette vie sans courir derrière tout ce qui fait courir ces 10% de dominants, en fait, en somme. Ils sont complètement décalés de ça. Et c'est pourquoi le néolibéralisme a été un crime, parce qu'il a voulu donner à tout le monde les valeurs de ces 10% de dominants. Devenez des winners, devenez riches rapidement, travaillez comme des malades pour devenir riches sans travailler, voilà, en travaillant le moins possible. Enfin, toutes les valeurs merdiques que le néolibéralisme donne et qu'on voit à vivre comme ça, là, tranquillement, et qui ont rendu l'humanité malade. L'humanité est malade de ces valeurs-là. Et ça fait 23 ans que j'écris ça. Voilà. Et pour l'instant, l'humanité ne l'a pas encore entendu. Et c'est le lot de toutes les avant-gardes de prendre du temps pour que ça soit compris. Le chiotte de Marcel Duchamp, a été intégré dans l'humanité peut-être 40 ans après, 30-40 ans après. Nietzsche a intéressé l'humanité 20 ans après, 20-30 ans après. Van Gogh a intéressé l'humanité longtemps après, Darwin, etc. C'est le problème de cette pensée, parce qu'il faut que l'humanité aille au bout de cette folie néolibérale. Et on y va, mais on voit bien que ça y est, c'est fini, son temps est révolu et on passe à autre chose. Voilà, je vous remercie pour cette écoute, j'espère que le vent n'a pas été trop gênant. Si vous pensez que ces idées sont importantes, intéressantes, mettez des pouces, abonnez-vous, écrivez des petits commentaires, voilà.
et j'y réponds toujours. Merci, à très bientôt. Au revoir.